Waouh! Je sais vraiment pas si je dois commencer par un hommage à Paul Walker ou par waouh! C'est impressionnant! Aujourd'hui, plein feu sur Furious 7, le 7ème volet de la saga Fast and Furious, donc, qu'on attendait tous impatiemment du fait du tragique accident qui a causé la vie à Paul Walker, forcément. Donc c'était un petit peu un gros bordel, puisqu'ils ont dû remanier le scénario, prendre ses frères pour remplacer Paul, enfin... C'était un bordel assez monstre. Donc on attendait de voir impatiemment ce qu'ils allaient nous donner. Donc film ici réalisé cette fois-ci par James Wan, qui succède à Justin Lin. James Wan qui change un petit peu de registre, du coup qui passe du film d'horreur au film d'action, pourquoi pas. Au casting, donc on retrouve toujours les mêmes: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson, Elsa Pataky aussi qui est présente pour une petite scène, Kurt Russell, pour les petits nouveaux, ça fait un bail qu'on n'a pas vu Kurt Russell, faut dire. Également Nathalie Emmanuel et Jason Statham pour l'antagoniste principal, bien sûr. L'histoire donc fait suite au 6e épisode où Owen Shaw s'était fait tabasser la gueule par l'équipe de Toretto, et justement son grand frère, son grand méchant frère, décide de le venger en fait, en traquant toute l'équipe de Toretto, et en les traquant à travers le monde, et en essayant de les décimer jusqu'au dernier, en décimant toute sa famille. Alors, je sais vraiment pas par quoi commencer, parce que c'est un bordel monstre, ce film. Je m'attendais déjà à un truc pas mal, mais alors, à ce point-là, je pensais vraiment pas, parce que là, c'est vraiment démesuré comme truc. C'est typiquement un blockbuster hollywoodien avec à la fois ses qualités et ses défauts. Puisque James Wan, j'ai trouvé qu'il avait très bien géré la chose. Il a été beaucoup plus loin que Justin Lin n'avait pu le faire dans les précédents opus. C'est un Fast and Furious survitaminé. C'est limite, on a injecté de l'adrénaline dans la pellicule, tellement c'est énorme. Vous prenez Fast and Furious 4, 5 et 6, vous les mettez dans un mixeur, vous mettez le mixeur à puissance maximale et vous obtenez Fast and Furious 7. Grosso modo, c'est ça. C'est un truc de taré, ça ne s'arrête jamais. C'est de l'action, mais démesurée, des effets spéciaux de malade. C'est un truc de fou. Et ce qui est bien, c'est qu'on aurait pu penser que même on aurait pu avoir justement un gros blockbuster, un gros film d'action qui soit bourrin, avec une histoire de merde. Mais non, ils ont très bien réussi à gérer l'histoire. Les scénaristes ont remanié le scénario ils l'ont quand même bien remanié, justement, parce que là, à la base, c'était pas du tout ça, je crois. Ils ont changé pas mal de choses, et ils ont très bien géré le truc. J'ai été épaté, l'histoire est vachement prenante, il y a vraiment un truc pas mal dans l'histoire. Je peux pas vous révéler forcément ce que c'est, mais il y a un truc... il y a un truc qui est pas mal, qu'ils vont chercher tout le long du film, et qui change un petit peu. Mais grosso modo, c'est vraiment de l'action survitaminée. Et c'est dû au fait, ça c'est un truc que j'ai remarqué, que James Wan a fait ce que j'appellerais un montage dynamique. C'est-à-dire que durant une grosse scène d'action, qui va réunir tous nos personnages, on va avoir une scène d'action par personnage. C'est-à-dire que, par exemple, un des personnages va se battre contre un autre mec, un autre va faire une course-poursuite en bagnole, un autre va défoncer tout au lance-roquettes ou au bazooka ou tout ce que vous voulez. Et on cut à chaque fois de cette manière. Un plan sur la baston, un plan sur la course-poursuite, un plan sur le bazooka, les explosions et tout, etc.
Donc on a une scène d'action par personnage dans une grosse scène d'action, au même endroit. Ce qui fait que c'est énorme comme truc, et comme j'ai dit, pourquoi j'appelle ça montage dynamique? Parce que c'est beaucoup plus énergique, ça va beaucoup plus vite, et c'est à cause de ça justement que ça ne s'arrête jamais, qu'on en prend toujours plein les yeux. En même temps, c'est bien, je peux pas nier, parce que ça fonctionne très très bien et que ça booste la narration à mort, mais en même temps, c'est, je dirais, un petit défaut, parce que du style, on a le fameux combat Vin Diesel contre Jason Statham, qui va être cuté au moins 4 fois, c'est-à-dire que on va vraiment avoir des plans sur d'autres personnages pendant plusieurs minutes. Et moi je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils font pendant ces minutes? Ils arrêtent de se battre, ils boivent le thé, ou ils attendent de repasser devant la caméra, enfin... En même temps, c'est un petit peu déroutant au niveau de la timeline, justement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un blockbuster à la fois avec ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien parce qu'on a un montage dynamique, mais à la fois, c'est pas trop logique. Il y a plusieurs scènes aussi qui sont quand même assez kitsch. Enfin, je peux pas trop en parler sans spoiler, mais... il y a un truc au tout début du film, à propos de Letty. Bon, elle va en parler avec Dominique. Et ce truc-là va revenir en toute fin de film, à un moment spécial, mais à un moment vraiment qui est limite fait pour ça, on va dire. Et du coup, ça renforce un petit peu le côté kitsch du blockbuster. C'est ça qui est un peu spécial, un peu stéréotype, mais en même temps kitsch. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un blockbuster avec ses qualités et ses défauts. C'est de l'action démesurée, mais il y a vraiment des trucs comme ça qui reprennent, et pourquoi spécialement à ce moment-là? Bah voilà, parce que c'est beau, que c'est du cinéma, que c'est de la magie, donc forcément on va mettre cette chose-là à ce moment-là. Ouais, ok, mais pour le coup il n'y a rien d'original, mais bon, après c'est des petites choses, parce que personnellement j'ai surkiffé le film. J'étais à fond dedans, du début à la fin. Alors, déjà les 5 premières minutes nous mettent tout de suite à l'aise. C'est probablement une des meilleures intros de film que j'ai pu voir. Ça c'est clair, avec The Dark Knight. C'est franchement une des meilleures intros de film que j'ai pu voir. Parce qu'on commence directement sur Jason Statham, donc sur le méchant. Et cette scène elle est monstrueuse, parce qu'elle nous... James Wan nous montre un personnage qui est totalement un fou furieux en fait. Un taré, un psychopathe de grande ampleur, qui est quasiment inarrêtable. Donc c'est limite... Enfin c'est beaucoup plus, je dirais, irréaliste que les autres. Bah, déjà les autres l'étaient bien sûr, parce que c'est du blockbuster et que c'est toujours du grand n'importe quoi forcément, mais il n'y a rien de logique. Mais ce que je veux dire c'est que ici, on le ressent beaucoup plus. C'est vraiment démesuré comme truc, et ça pousse la chose beaucoup plus loin. James Wan était beaucoup plus loin que Justin Lin avait pu le faire dans les précédents opus. Donc, forcément, ça donne un petit peu un aspect kitsch, comme j'ai dit. Ça renforce un petit peu l'aspect kitsch, mais en même temps, bah voilà, on a un truc de malade. Un truc qui en jette bien, quoi. Et vraiment, à aucun moment, je me suis fait chier. J'ai décroché vraiment à aucun moment. Là, pour le coup, c'est vraiment du bon gros blockbuster. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi spectaculaire. J'avais pas vu un film aussi spectaculaire depuis Man of Steel, de toute façon. Ça, c'est clair. Il fait partie de ces films les plus spectaculaires que j'ai pu voir, avec Man of Steel et 2012. Donc, je le range... dans mon 3e top des films les plus spectaculaires que j'ai pu voir, parce que faire un montage pareil, aussi dynamique, c'était quand même une bonne idée, même si, comme j'ai dit, ça reproche quelques défauts au niveau de la timeline, mais en même temps, ça fonctionne très très bien, parce que ça ne s'arrête jamais, et on en prend plein la vue, et c'est absolument magnifique. Les effets spéciaux sont d'enfer. Je voulais aussi parler donc de Paul Walker, qui nous a quittés forcément, dû à son tragique accident. Donc c'était un petit peu le bordel, il a fallu remanier le scénario, et ils ont fait appel à, comment ils s'appellent, Caleb et Cody Walker, hein,
ses frères, pour donc interpréter son rôle et ensuite venir coller le visage de leur défunt frère sur le film en post-prod, comme c'était le cas pour The Social Network de David Fincher, là, qui avait été, je crois que c'est un petit peu le même principe, hein, de toute façon c'était la même technique utilisée avec Armie Hammer. Là. Personnellement, on voit pas la différence. C'est très très bien fait. De toute façon, on est quand même en 2015 aujourd'hui, on fait des trucs quand même assez dantesques en termes de technologie. Et c'est très très bien fait. Personnellement, j'ai pas vu la différence. Il y a certains... vu que le film va se terminer forcément sur un véritable hommage, alors il y a un très très bel hommage en fin de film, qui est magnifique. C'est pour moi le plus bel hommage que j'ai pu voir pour un acteur dans un film. C'est là, le montage final a été entièrement fait pour Paul Walker. C'est clair et net. Donc forcément, la scène de fin n'est pas lui qui le joue, forcément. Et on a quand même des gros plans sur son visage. Et comme j'ai dit, on voit vraiment pas la différence. C'est vraiment très très bien fait. Après, malheureusement, j'avais pas ma télécommande pour faire pause durant la séance, mais sinon, à part ça, on ne voit vraiment pas la différence. Et c'est quand même plutôt bien fait. Et pourquoi pas. Je me demande s'ils vont continuer la série, je ne sais pas du tout. Je crois qu'ils étaient prévus qu'ils voulaient la continuer sans Paul, mais... Enfin, pour le moment, c'est un petit peu flou comme truc. Faut dire, après, il faudra remanier totalement les autres scénars. Enfin, ça sera très différent, je pense, mais on verra bien. En tout cas, c'est certainement pas une licence sur le déclin. Ça, c'est clair, parce que cet opus-là nous le prouve bien et il est absolument monstrueux. Les acteurs jouent toujours aussi bien. De toute façon, c'est toujours les mêmes personnages. Jason Statham en méchant, en bad guy, ça fait vachement plaisir quand même. Parce que Jason Statham, faut dire, à part faire des films d'action en 2 balles, aujourd'hui, il fait plus grand chose, à part dans les licences de style Fast and Furious ou Expendables, où il est encore potable, mais sinon, il accède vraiment que des rôles dans des films d'action, à chaque fois qui passent quasiment inaperçus, et qui sont, de toute façon, pas terribles à la base. Donc, c'était très bien vu de le voir en bad guy, ça fait vachement plaisir. Donc voilà, très bon film, je dirais même le meilleur de la saga, enfin celui qui m'a vraiment le plus surpris. Pour son action démesurée, c'est vraiment un truc de... Ça part vraiment beaucoup plus loin que ce que Justin Lin avait pu faire, et on s'en plaindra pas. Donc très bon film, pour moi le meilleur, voire moi peut-être même le meilleur, je dirais. J'avais adoré le 5 quand même, parce qu'il se passait à Rio, et que c'était des fugitifs et tout, c'était assez différent, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment pas mal. Très bel hommage à Paul, pour le grand final, c'était quand même assez magnifique à voir. Sur un écran blanc avec pour Paul en dernier, juste avant le générique, enfin c'était pour moi le plus bel hommage d'un acteur que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Assez émouvant. Donc voilà pour ce 7e volet de la saga Fast and Furious, à voir s'il y en aura des prochains. Mais en tout cas celui-ci m'a bien plu et il est absolument monstrueux. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal pour ce gros film d'action dantesque. N'oubliez pas que le cinéma est un art qui se traite avec intellect et émotion. Ciao, Paul.